Bonjour sur ce plateau en compagnie de notre invité du jour, le docteur Maï Bonbonne Bédévi. Elle est médecin anatomopathologiste. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot aujourd'hui. Ça t'a laissé. Médecin anatomopathologiste. Et également, elle fait partie de l'association Med Students Leaders Association. En tout cas, bonjour docteur. Bonjour Blondine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir. Alors, nous allons commencer. C'est vrai que nous allons parler du dépistage du cancer du sein. Mais avant, nous allons avoir quelques informations sur votre association. Déjà, c'est quoi la Med Students Leaders Association? Ok. Le sigle, c'est la MLA. C'est la Med Students Leaders Association. C'est une association de jeunes professionnels de santé engagés dans la lutte contre les maladies en général, mais particulièrement dans la lutte contre les maladies non transmissibles. C'est vrai que nous sommes au Togo depuis 2016, les activités ont commencé. Et récemment, nous avons des antennes pays en France, en Italie, en Allemagne et puis au Maroc, dans le sens d'élargir un peu la portée de nos actions. Voilà. Et comme professionnels de santé au sein de l'association, nous avons des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des étudiants en médecine en pharmacie, nous avons des pharmaciens, des infirmières, des infirmiers, toutes des sages-femmes, donc tout ce qui fait santé au fait. Voilà, en quelque sorte. Ok. Alors, quelles sont vos principales activités? À la MLA, la médecine préventive est en fait l'axe sur lequel on se base, d'accord? Et on a beaucoup d'activités et les activités portent sur le dépistage des maladies non transmissibles et l'éducation en santé. Comme activité, on met beaucoup de choses en œuvre dans la lutte contre le cancer du sein. C'est l'activité vraiment phare. Mais outre ça, on fait des campagnes de dépistage de la drépanocytose. Vous savez que la drépanocytose est une maladie quand même qui fait beaucoup de rage. On peut l'éviter en faisant juste l'électrophorèse de l'hémoglobine. En connaissant ton statut, on peut éviter de faire des enfants qui vont souffrir pas tomber trop amoureuse après. Voilà. Et on fait aussi des bilans minimums. C'est vrai que par année, on devrait faire un bilan. Toute personne devait faire un bilan, mais souvent le coût est un peu élevé pour un citoyen lambda. Donc, on prend sur nous de fractionner ces bilans. Ce semestre, c'est le bilan hépatique et rénal. L'autre semaine, on part sur d'autres bilans. L'autre semestre, plutôt, on part sur d'autres bilans. Donc, on est en collaboration avec certains cliniques de la place qui nous aident dans ce sens. Comme activité encore, on peut citer l'information, l'éducation, santé de la population à travers les lives Facebook, les lives TikTok et les émissions radio, les panels de discussion dans les entreprises et tout. Et des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète. On essaie de parcourir l'étendue du territoire dans ce sens. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir comment se passe Octobre Rose chez la MLA. Et Octobre Rose à la MLA, c'est riche. Je vois déjà des vidéos circuler, je vois des liens un peu partout. Ouais, c'est riche en activités. L'activité principale en octobre chez MLA, c'est la tournée de sensibilisation. On choisit une ville sur l'étendue du territoire. Ça sera la 8e édition cette année. Et qu'est-ce que cette tournée, la tournée sert à quoi? En fait, l'objectif de la tournée, c'est de pouvoir sensibiliser directement au moins 1500 à 2000 jeunes filles et jeunes dames qui, à leur tour, pourront sensibiliser autour de 10 personnes chacun. Donc, vous voyez un peu la portée et qu'on essaye de vouloir atteindre dans la population par rapport à la lutte contre le cancer du sein. On a déjà parcouru Lomé, Kara, Atakpamé, Palimé. Et cette année, je pense que ça sera
à Neho et du 16 au 19. Donc, population d'Aneho. Ça y est, au rendez-vous. Exactement, nous serons là. Hormis cette tournée, actuellement, il y a une campagne qui est en cours. La campagne de dépistage du cancer du sein. Et elle va prendre fin le vendredi 19, je crois. Le vendredi prochain, pardon. Donc, du coup, lors de cette campagne, on s'inscrit par un lien. Et en fonction de la clinique en partenariat avec nous, qui est proche de vous, on vous indique la clinique et puis vous allez, et un personnel de santé va vous examiner dans ce sens. Après la tournée, on a aussi une campagne de, comment je vais dire ça, de don de sang. Oui, parce que les femmes qui souffrent de cancer du sein, lors du traitement, se retrouvent anémiées et vraiment ont besoin de sang. Donc, on fait des campagnes de don de sang pour pouvoir mettre à disposition les poches de sang. Voilà. On a aussi la cagnotte. On a lancé une cagnotte depuis 2 ans qui nous permet de soutenir des femmes précaires atteintes de cancer du sein. Par cette occasion, je remercie nos concitoyens et puis les gens de la diaspora qui n'ont pas hésité à mettre la main à leur poche pour pouvoir venir à l'aide de ces dames-là. La cagnotte, déjà, à notre actif, a pu prendre 4 femmes entièrement atteintes de cancer du sein. Et la cagnotte est toujours ouverte parce qu'il y en a vraiment des cas précaires dans le cas. En quelque sorte. En tout cas, assez d'activités autour de la MLA. Vous savez que vous avez parlé d'Annie Roblando, si je me permets. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, sinon... Mais là, dans les milieux les plus reculés, est-ce que vous organisez des activités en dehors d'Aniro pour les populations vulnérables qui n'ont aucune notion déjà sur les maladies? Est-ce que vous organisez des activités aussi dans ce sens? Comment vous arrivez à communiquer avec, pas forcément Aniro, mais peut-être dans un village ou bon, exemple quoi? Ok. Ce qui se passe, par exemple, quand on arrive dans une ville, on ne se situe pas qu'à cette ville. Parce qu'avant d'arriver, on fait passer l'information dans les périphéries avant d'arriver. Et lorsqu'on arrive, on arrive à atteindre ces populations dont on a besoin. C'est clair. Voilà. En tout cas, Dr Maï, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, étant donné que c'est Octobre Rose et franchement, c'est obligatoire de parler du cancer du sein. Déjà, c'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein peut se définir comme une prolifération anarchique anormale qui se développe aux dépens des constituants normales du sein, et cette prolifération échappe au contrôle de l'organisme et évolue spontanément si rien n'est fait vers la propagation et la mort de l'individu. Je parle comme ça, c'est un peu complexe, je vais un peu détailler ça. Et c'est-à-dire, dans le sein, il y a des structures. Il y a le tissu adipeux, il y a les glandes et il y a les canaux qui font sortir le lait. Donc, toutes ces structures peuvent être le siège d'un cancer. Donc, suite à une stimulation, une cellule, le processus s'appelle la carcinogénèse. La cellule échappe maintenant au contrôle de l'organisme. Normalement, l'organisme fonctionne en symbiose, toutes les cellules. Mais elle s'échappe, elle se met à se multiplier, elle attaque les organes voisins. À ce niveau, on est au niveau de la boule où il faut palper, le retrouver maintenant à ce niveau. Mais si rien n'est fait, il quitte le sein, la tumeur, elle quitte le sein, elle continue, elle peut aller au cerveau, elle peut aller partout où elle veut dans ton organisme, et c'est ça qui va conduire au décès du patient porteur. Alors, souvent quand on parle de cancer de sein, on l'associe directement à la femme. C'est vrai, à la femme, à un âge donné, c'est-à-dire qu'il y a le facteur âge. Mais est-ce que le facteur genre compte aussi? Qui peut avoir le cancer du sein? C'est une femme, une jeune femme de, je sais pas, de 17 à 25 ans, en 17-25 ans peut l'avoir. Est-ce qu'un homme, je sais pas, d'un certain âge peut avoir le cancer du sein? Parce que c'est vrai, le cancer du sein est femme, mais est-ce que c'est réellement juste des femmes? Les hommes aussi ont des seins, on ne sait jamais. Merci pour la question. Je vais dire, le cancer du sein peut concerner et l'homme et la femme, mais concerne plus la femme
que l'homme. Donc, une femme a 99% de chances de faire un cancer, un homme en a 1%. Mais quand même, ce n'est pas négligeable. Le pourcentage existe. Voilà, il existe, c'est pas zéro. La femme est en quelque sorte, il y a beaucoup de facteurs, je ne sais pas si c'est ça. La femme est plus exposée à cause des structures mammaires qu'elle a. Maintenant, chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? Parce que après, je pense qu'on va s'attarder plus chez la femme. Je préfère mettre l'accent sur l'homme aussi. L'homme, lui, n'a pas de lobule pour produire le lait, mais par contre, il a des canaux comme structure. D'accord? Donc, la palpation au niveau de l'homme va être un tout petit peu différente parce qu'il y a des hommes qui retrouvent des boules juste derrière l'aréole. Et cette partie, il faut vraiment observer. L'homme ne parle pas le sein comme la femme, mais l'homme doit faire attention à ses seins, à la recherche d'une éventuelle boule qui pousse dans son sein et consulter dans ce sens. Donc, autant la femme, autant l'homme peut faire un cancer du sein. Il n'y a pas de sexe, plus la femme que l'homme, mais les deux peuvent faire un cancer. Et dans ce cas, vous recommandez un dépistage précoce chez l'homme, chez les deux personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dites-nous quelle est l'importance de faire ce dépistage précoce? L'importance de faire ce dépistage précoce. Le dépistage précoce, déjà, le nom dit son nom. Son nom, oui. La tumeur, la tumeur, on l'a définie comme un cycle évolutif. Et ça évolue très rapidement. Donc, quand on voit une tumeur qui a une taille de 1 cm, quand on la retrouve chez toi, tu as de la chance puisque le traitement qu'on doit t'infliger est différent du traitement que quand la tumeur va faire 10 cm. Donc, d'abord, le coût du traitement est moindre, la chance de survie est grande et là, tu as la chance d'avoir encore tout ton sein dans le traitement. On ne peut pas peut-être te faire toute une mastectomie. On va juste faire une quadrantectomie, on enlève juste cette partie et au moins tu vas vivre longtemps. C'est ça l'intérêt du dépistage précoce. Voilà. Et à partir de quel âge on peut faire ce dépistage-là? Est-ce que déjà si une petite de 10 ans peut commencer par faire un dépistage ou attendre ses 15 ans ou carrément rentrer dans la jeunesse, peut-être 30 ans, 25 ans? D'accord. Et le dépistage, on a dit qu'il y a plusieurs moyens de dépistage d'abord. L'autopalpation, la palpation par un personnel de santé. On a l'échographie mammaire, on a la mammographie. La mammographie, c'est déjà le sein. Donc, chez un enfant qui pousse déjà les seins, qui ont les structures mammaires déjà présentes, personnellement, je conseille qu'on apprenne à cette jeune fille de connaître son sein. Quand tu connais son sein, au fur et à mesure, quand il y a un dysfonctionnement, tu sauras qu'il se passe un truc anormal dans ton sein. Donc, même quand ton enfant a 9 ans et a des seins, déjà comme du citron, tu peux commencer à l'apprendre, à dire, ah tiens, tu sais, entre-temps, il faut souvent palper ton sein dans ce sens. À la fin, si tu retrouves une boule, fais-moi signe. Et toi, le parent, tu l'aides au départ. Au départ, la petite, elle ne comprendra pas. Mais au fur et à mesure, en lui faisant, et parfois, il faut le faire avec, puisque tu es la mère, tu as des seins, tu le fais avec elle. Donc, ça permet à l'enfant de garder ça dans ses habitudes et elle aussi, elle pourra transmettre ça. Donc, si cette petite commence les menstrues, là, tu commences à préciser un jour. En temps, ça sera juste après les menstrues. On fait la palpation juste après les menstrues. Maintenant, pour une dame qui n'a plus ses menstruations, c'est-à-dire une dame ménopausée, elle choisit un jour du mois. Si moi, je suis ménopausée, je décide peut-être chaque premier de chaque mois, je décide de palper mes seins. Donc, tu choisis un jour où tu palpes tes seins pour surveiller ton sein. Maintenant, à partir de 35 ans à 50, on peut te prescrire une écho-mammo dans le cadre du dépistage, voir si tout va bien dans ton sein. Mais la mammographie, elle seule, c'est normalement à partir
de la cinquantaine qu'on peut te faire une mammo pour dépistage. Voilà. Alors parlons de la mammographie, on sait que c'est un peu l'échographie mammaire, un peu, hein, je peux le dire comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le processus de cette mammographie? D'accord. Comment elle se fait en fait? D'accord. D'abord, l'échographie mammaire est différente de la mammographie. Donc la mammographie, c'est comme une radiographie. D'accord, on envoie des ondes, des radiations plutôt. Pour l'écho, c'est la sonde. Donc, la radiographie, c'est la mammographie, c'est la radiographie conventionnelle du sein. D'accord. Donc, c'est un examen qui se fait dans le cadre du dépistage quand on a déjà 50 ans et plus. Mais si on n'a pas encore 50 ans et qu'on a un nodule dans le sein, on fait systématiquement l'écho-mammo, même quand tu n'as pas encore les 50 ans, pour mieux percevoir le nodule. La mammographie permet de voir même des nodules dans le sein qu'on ne peut pas palper avec la main. L'examen de mammo, ce n'est pas un examen douloureux, mais c'est un peu désagréable parce que c'est ton sein qu'on met entre deux plaques et on essaie de comprimer et puis on irradie pour pouvoir faire passer les radiations et avoir l'image. Alors vous direz que les deux sont complémentaires ou c'est plus en fonction de ce que vous avez ou au stade que vous êtes en fait? Les deux sont souvent complémentaires et parfois isolés, ça dépend de ce que tu veux faire. Dans le dépistage, quand tu as au-delà de 50 ans, ce n'est pas l'échographie qu'il te faut, c'est la mammo directe en fait. Maintenant, dans la tranche 35 à 50, quand on fait l'écho, on peut suspecter quelque chose, on le coupe à la mammo. Parce que la mammo est plus poussée, c'est l'examen le plus poussé qui pourra te donner un peu plus de précision. Mais dans le cadre du dépistage à 35 ans, on ne va pas te mettre, on ne va pas directement te faire une mammographie parce que c'est des ondes et voilà. Beaucoup plus clair. Parlons toujours de cette mammographie. Est-ce qu'il y a une fréquence recommandée dans la prise en charge? Dans la fréquence de mammo dépistage, là, au-delà de 50 ans, oui, c'est chaque 2 ans, d'accord? Chaque 2 ans, chez une personne qui fait la mammo dépistage à partir de 50 ans. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, bien sûr. Chaque 2 ans. Alors vous avez dit que c'était la mammo était un peu désagréable. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent survenir après ou pendant cette mammo? Ce qu'il faut dire, c'est en rapport avec les irradiations, d'accord? Le risque n'est pas zéro, puisque quand on dit irradiation, on pense cancer. Parce que les irradiations à un seuil peuvent donner le cancer. Mais l'irradiation au niveau de la mammographie est tellement minime. Vous savez que naturellement, quand on sort, on marche sous le soleil, on est irradié. Vous savez ça? Il y a des rayonnements dans la nature. Donc, un cliché de mammographie est comme tu es sorti 10 jours et marché sous le soleil. Donc, c'est négligeable par rapport à l'effet bénéfique qu'a la mammo. La mammo, il faut être en vie d'abord, en fait. Donc, c'est clair. Et la fréquence ou bien la quantité de radiation envoyée ne va pas tout de suite te causer un cancer ou avoir un effet néfaste sur toi tout à l'heure. Donc, la mammographie est plus bénéfique que la radiation qui est en train... D'où un peu aussi le temps un peu long par rapport à la fréquence, c'est-à-dire chaque 2 ans, après 50 ans. Donc ça laisse le temps de pouvoir bien... Voilà, de ce qu'on a reçu, voilà quoi. Malheureusement, c'est pour ça qu'on le met à 50 ans. Malheureusement, on ne récupère pas. Les ondes envoyées se cumulent. C'est pour ça qu'on est en espace. Si tu fais ça chaque 1 an, ça veut dire que tu le cumules un peu trop vite. C'est pour ça on espace pour chaque 2 ans. Pour moins vite cumulé, voilà, on préfère le faire. Exactement. Ok, oui. C'est compréhensible. C'est pour ça. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque du cancer du sein? Les facteurs de risque du cancer du sein, je les sépare en deux. Il y a les modifiables et les non modifiables. On va commencer par les non modifiables. Donc, les non modifiables, c'est ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, ce facteur, on ne peut pas agir dessus. On a d'abord le genre. Tu n'as pas demandé de naître femme.
Tu n'as pas le choix. Donc le genre est un facteur de risque. Donc la femme a plus de chances que l'homme de faire un cancer. L'âge, on ne peut pas demander au temps de s'arrêter, de continuer. Donc l'âge, à partir de plus tu grandis, plus tu as la chance de faire un cancer du sein. Hormis l'âge, on peut mettre les facteurs génétiques. C'est-à-dire dans votre famille, il y a des gènes qui ont été modifiés. C'est souvent les gènes BRCA1 ou 2. Et donc ça veut dire, toi tu as hérité de ça. Tu ne peux rien. Donc souvent les dames, dans ce cas, même à 25 ans, même à 20 ans, décident parfois couper leur sein pour ne pas avoir... Pour éviter. Parce que à coup sûr, sa chance est peut-être de 90 ou 99% de faire le cancer. Donc, pour ne pas avoir donné même une chance au cancer, les personnes prennent la décision de la décision n'est-elle pas trop radicale? Non, elle n'est pas, ma foi, oui, elle n'est pas radicale. Je demande votre avis de professionnel. Ma foi, elle n'est pas radicale parce que le cancer, quoi qu'on dise, est une maladie imprévisible. Et tant que tu sais que tu as des prédispositions, la chance est grande, 90% c'est pas négligeable. Mieux vaut vivre en paix, non? Que de vivre avec la peur et après souffrir de ça. Et on a aussi les facteurs, les antécédents familiaux, c'est-à-dire ma mère ou ma grand-mère a fait un cancer de sein, donc je suis prédisposée à faire un cancer. D'où il faut que je me surveille vraiment. Et on a le facteur aussi sur lequel on ne peut pas agir qui est vite commencer les menstrues. J'utilise le terme comme ça, vite commencer les menstrues. C'est-à-dire quand tu as moins de 12 ans et que tu commences tes menstruations, et ça t'expose plus à faire un cancer du sein. Parce que c'est dans le cancer du sein, il y a une hormone qu'on appelle l'oestrogène qui est vraiment mise en cause. Donc ça t'expose à une exposition plus longue d'oestrogène. Pour une femme qui a une ménopause tardive au-delà de 55 ans, elle aussi a une prédisposition à faire un cancer. Ça, c'est pour les facteurs non modifiables. Maintenant, dans les facteurs que nous pouvons agir dessus, on a le surpoids. On a le surpoids. D'où la nécessité de pratiquer une activité sportive. Ce que je vous dis tous les jours. Chaque matin, on dit ça ici. Tous les jours. Activité sportive. Très bien. Manger sainement. Absence d'activité physique. Donc, on a aussi la consommation excessive d'alcool et de tabac qui rentre dans les modes de vie. Il faut essayer de modérer. Doser sur l'alcool. Oui, modérer. S'il vous plaît. Doser. Surtout les dames. Même les hommes, c'est autre chose. Voilà. Mais déjà, pour les dames, c'est pas classe de voir une femme qui boit beaucoup. Donc, doser, s'il vous plaît. C'est quoi la classe, s'il vous plaît? Bon, en fait, c'est vrai que... bon, on va pas rentrer dans le débat. Merci. Je vais vous laisser continuer. C'est tout. Je vais vous laisser continuer. On va pas rentrer dans le débat. D'accord. Et puis, il y a, au niveau des facteurs modifiables, toujours, il y a le fait que, en prenant les contraceptifs hormonaux, donc à ce niveau, quand tu prends les trucs les contraceptifs ostro-progestatifs et autres, là, surtout ceux qui contiennent de l'oestrogène, ça te prédispose plus à faire un cancer du sein. Le manque d'informations, tu es. Ah oui, c'est important. C'est important. Surtout que c'est devenu une pilule. Ouais, ceux qui prennent les pilules du lendemain te disent bah, c'est rien. C'est devenu le petit moment du quartier. On gère. En tout cas, j'espère que le message est passé. Oui. Ok, docteur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur aujourd'hui de faire ce dépistage du cancer du sein, tout simplement parce qu'elles se disent, si je découvre, voilà, que j'ai le cancer du sein, comment est-ce que je vais continuer par vivre, comment est-ce que je vais arriver à gérer ça? Maintenant, pour ces personnes-là, quel conseil avez-vous à leur donner, du moins pour pouvoir les inciter à aller faire le dépistage du cancer du sein? Très tôt. D'accord, merci pour la question. Et déjà, on a dit c'est le dépistage précoce. Quand tu tombes sur un nodule dans ton sein,
ça veut dire qu'il y a un processus anormal en cours. Le processus anormal est en cours, d'où il faut aller à l'hôpital pour plus d'investigation. Donc, ça peut être, avec ce nodule, on peut être en face d'une tumeur qui est bénigne. Les adénofibromes, on guérit d'un adénofibrome, pas de souci. Ça peut être aussi une tuberculose mammaire qui se fait en forme de nodule. Tu vas guérir, c'est pas forcément un cancer. Ça peut être une réaction à corps étranger dans le sein. Ça peut être beaucoup d'autres choses que le cancer. Donc, mesdames, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire dépister tôt. Puisque de toutes les façons, quand tu te fais dépister tôt, tu as des chances de survie. Cancer dépisté tôt égale guérison. Cancer dépisté tard égale... moins de chance. Moins de chance. On va le dire ici. Moins de chance. Moins de chance. Je vois un mot venir là. Donc, et je voulais rajouter en disant que moi, dans ma profession de pathologiste, et malheureusement, on tombe sur des cas de cancer de sein chez des jeunes filles de 25 ans. Parfois, tu es choqué de poser le diagnostic. Tu mets la lampe, tu te dis non, mais non, je reviens peut-être demain. Peut-être que ça va changer quelque chose. Tu regardes, ça fait mal de voir un âge de 25 ans et de mettre dessus cancer du sein. Mais pour ne pas en arriver là, on avait trouvé ça à son stade de début. Ils ont fait une petite chimio, ils ont fait une quadrantectomie. Et la petite, elle est là, elle suit son cours. Mais elle l'a dépistée tôt, à 25 ans, parce qu'elle palpait ses seins. Si elle ne palpe pas les seins, on l'aurait peut-être découvert après peut-être 2 ans, où c'est au stade en train d'avancer, avec des métastases déjà, où c'est peut-être pas trop récupérable. Donc, chères dames, le cancer ne concerne plus que les femmes âgées. Le cancer concerne et nous les jeunes, et les dames âgées aussi, mais plus les jeunes maintenant. La tendance est en train de se renverser. Il faudrait qu'on se cantonne dans le dépistage précoce par l'autopalpation. Ça fait pas mal, c'est pas douloureux. Après, il faut se faire consulter par un agent de santé, toujours dans le sens d'un bilan annuel de la femme. Et au fur et à mesure, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu pourras tout de suite mettre fin au processus tumoral en cours. Voilà. En tout cas, le message est passé, le message est clair. Je suis sûre et certaine que nos chères téléspectatrices, surtout. Lecteurs, ils vont... Parce que les lecteurs, on rase, ouais. Les lecteurs vont transmettre l'information aux touristes qui n'ont pas pu suivre. En effet. Qui ont compris le message et que